Bonjour Maëlle Rouez. Bonjour Malo, merci beaucoup de me recevoir. Alors vous êtes autrice de romans originaires du pays de Vannes et on vous reçoit aujourd'hui car vous venez de publier votre second ouvrage qui fait partie d'une série qui s'appelle Lynn Woods. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous présenter les deux romans de cette série ? Oui, de quoi bien ça sûr. parle ? Alors, donc, c'est un cycle de 2 romans qui est, je dirais, ce sont des romans initiatiques à la spiritualité et à l'ésotérisme, mélangés avec un bon fond de romance et puis une petite touche de thriller. Justement, c'était ça mes questions. C'est quoi vos inspirations pour ce récit ? Vous parliez spiritualité, thriller, si vous pouvez aller un peu plus en détail là-dessus. Déjà de base, je suis une très très grande passionnée et curieuse de spiritualité et d'ésotérisme. Donc ça va toucher notamment tout ce qui va être cartomancie, le tarot, l'oracle, le tambour chamanique, etc., que je reprends dans mes romans au travers de la symbolique des rêves prémonitoires, des animaux totems, des prémonitions, des visions, des sensations de déjà-vu, etc. Donc c'est plutôt un récit, je sais pas, je dirais pas de science-fiction, c'est pas tellement le terme, mais plutôt fantastique aussi. Tout dépend de vos croyances. Ouais. Ouais, je dirais, j'ai envie de dire, chacun l'entend un petit peu comme il le voit, mais oui, je pense qu'on pourrait reprendre ça dans le côté fantastique pour des personnes qui sont bien terre à terre, et le côté réaliste pour les personnes qui ont des croyances très basées sur l'ésotérisme, quoi. Tout dépend vraiment de son point de vue. Et le tout dans une intrigue de thriller, donc une enquête. C'est ça, exactement. Ma volonté que j'ai eue lorsque j'ai écrit ces 2 romans, c'était de questionner le lecteur sur le sens de la vie. Alors comme ça peut paraître un peu grossier, mais c'est le cas. Le sens de la vie, surtout le sens de la mort. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ? On parle de réincarnation. Est-ce qu'il y a véritablement une réincarnation ? Si oui, dans quel but ? Dans quel sens ? Voilà, c'était vraiment questionner le lecteur, en fait. L'amener dans tous ces questionnements sur toutes ces choses-là. Au niveau du style d'écriture, quels auteurs, quelles autrices ont pu vous ont aidé, en tout cas vous ont accompagné peut-être dans cette écriture ? Il y en a eu beaucoup. J'ai eu la chance de rencontrer énormément d'auteurs, notamment le tout premier Bernard Werber, qui m'a énormément aidé sur l'écriture. Également Natacha Calestrémé, Stéphane Alix, Marc Lévy, Tatiana de René. J'ai rencontré Maud Ankawa aussi l'année dernière. J'ai rencontré vraiment de très grands auteurs, mais de tous styles différents, et qui m'ont énormément aiguillé sur l'écriture et également sur le sens de l'écriture, et aussi Laurent Gounel, qui est sur Vannes, que j'ai la chance de rencontrer. Donc voilà, j'ai vraiment eu cette énorme chance-là, et je m'en suis servie pour reprendre absolument tous leurs conseils, tous leurs idées d'écriture, également les idées dans le sens, non, tu devrais plutôt faire ça comme ça, surtout garde espoir, garde vraiment tes rêves, voilà. Et finalement, ça a payé, et l'année dernière, je suis retournée les rencontrer au Salon du Livre de Vannes, et à chacun, je leur ai offert un exemplaire de mon premier roman. Donc ils vous ont aidé à la fois sur le côté création et aussi sur le côté, on va dire, plus professionnel, de se dire, quand même, c'est possible d'arriver à en vivre de tout ça, justement. Ces 2 romans que vous avez édités, comment est-ce que vous avez édité ça ? Comment ça fonctionne ? Alors, c'est de l'auto-édition à 100%. Je passe exclusivement par mes propres moyens, c'est-à-dire que j'ai passé des années et des années à rechercher des maisons d'édition, sauf que c'est un véritable parcours du combattant. Il y a 2 grandes maisons parisiennes qui sont très connues, qui m'ont répondu, mais qui m'ont dit que bien que ce soit un bon roman et que c'était prometteur pour un premier roman, ils ne pouvaient pas me donner pour l'instant ma chance parce que j'aborde tellement de sujets différents que malheureusement ils n'arrivent pas à me classer, et que c'était, je cite, sous peine de lectorat non trouvé pour le moment. Donc c'était très frustrant. Donc j'imagine. Ah ouais. Donc on va dire que j'ai utilisé cette frustration dans ma qualité de travail et dans je dirais la vitesse de mon travail, d'autant plus que j'avais pris la décision de tout sortir en auto-édition début janvier 2023, et j'ai sorti mon premier livre en auto-édition seulement en février suivant. Donc voilà, ça a été mine de rien, ça a été beaucoup de travail, surtout sur la conception de la maquette, parce que je fais tout toute seule. Évidemment, l'écriture bien sûr, mais tout ce qui est relecture également, la conception interne, la maquette externe, le graphisme, la demande d'ISBN à Paris, le dépôt légal à la BNF à Paris. Donc voilà, tout ça c'est énormément de travail. De A à Z, tout ce qu'on voit pas en fait, finalement, quand on est en librairie. C'est exactement ça. Et donc là, mine de rien, même si c'est beaucoup de travail, aujourd'hui, je peux fièrement dire que je me rends compte absolument de tout le travail qu'il y a derrière juste l'édition d'un roman en librairie.
librairies, c'est colossal. Est-ce que jusqu'à présent vous arrivez à en vivre? Comment ça fonctionne économiquement? Est-ce que c'est peut-être un objectif aussi d'en vivre? Je dirais que pour toute personne qui publie ou qui tente de se faire publier, que ce soit en auto-édition, en maison d'édition, je pense qu'on a tous cette volonté évidemment d'en vivre. Maintenant, tant qu'on ne s'appelle pas Musso, Werber, Lévy et compagnie, je pense que c'est très difficile. Moi à côté, je suis assistante vétérinaire depuis 11 ans, donc ça n'a strictement rien à voir avec l'écriture. Mais ce sont deux passions que j'arrive à nouer. J'aimerais en vivre. Maintenant aussi, en vivre, ça demande constamment des idées d'écriture pour des romans à suivre et à suivre, sachant que moi, ces deux romans-là, j'ai mis 7 ans à les écrire. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Donc, bon, pour l'instant, en tout cas, je me complais dans ma situation actuelle. Je suis sur l'écriture d'un 3e roman, donc ça ne m'empêche pas, ma vie ne m'empêche pas du tout de pallier à cette passion, quoi. Très bien. Et donc justement, si on veut pouvoir vous soutenir dans cet objectif-là, comment est-ce qu'on peut se procurer ces livres-là? Où est-ce qu'on peut les acheter? Et puis combien ça coûte? Ouais, bien sûr. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai voulu que la littérature soit accessible à tous, que je suis la première à dévorer les livres. Et sauf que, vu la conjoncture actuelle, pour moi, mettre 26 € dans un roman qui va durer 2 jours, ça devient un sacré budget. Et donc, j'ai eu cette volonté de mettre chaque livre à 15 €. Et je n'augmenterai pas, peu importe les années ou quoi que ce soit, parce que je veux vraiment que ce soit accessible à tous. C'est vraiment une volonté que j'ai qui m'est chère. On peut rappeler le livre en France, l'économie du livre, c'est des prix fixés, donc c'est vous qui décidez, et puis c'est impossible de le changer, à moins que vous décidiez l'inverse. C'est ça, exactement. Et donc c'est aussi pour ça que la plupart des livres, alors sauf les poches, mais la plupart des livres, on retrouve le prix directement imprimé sur les jaquettes. Donc voilà, ça pour le coup, ça nous protège en tant qu'auteur, je dirais. Et donc, où les trouver? Il y a plusieurs boutiques où je les propose en dépôt-vente. Donc, pour l'instant, elles sont beaucoup sur le pays de Vannes, notamment librairie L'Archipel des Mots, la librairie Len & Dylan, la librairie bretonne qui est juste derrière la cathédrale de Vannes. Vous pouvez également le trouver à Plescope, au bar à Blabla, parce que je suis originaire quand même de Plescope. Également le centre culturel de Vannes, le centre culturel L'Hyper-U à Saint-Avé, il y a la librairie à Rochefort-en-Terre également. Et donc, je suis en train de prospecter ce que j'aimerais sortir un petit peu de Vannes pour le faire découvrir à un plus grand nombre de lecteurs. Mais c'est pas évident, trouver des dépôts-ventes. C'est pas facile. Surtout en tant qu'auteur auto-édité, c'est pas facile. Donc, je suis ouverte à toute proposition de dépôt-vente. Ouais. Est-ce que l'objectif aussi, ce serait de trouver une maison d'édition qui soit à l'échelle de la Bretagne, par exemple, l'échelle régionale? Moi, je pense par exemple à Locus Solus, qui est peut-être un peu plus large que juste le pays de Vannes. Alors, en effet, on a quand même la chance d'avoir des maisons d'édition bretonnes dans le coin. Maintenant, la plupart de ces maisons d'édition-là vont proposer des textes édités qui ont un lien avec la Bretagne. Moi, pour le coup, je suis bretonne, mais mon livre n'a strictement rien à voir avec la Bretagne. On part de l'Australie, on arrive aux États-Unis. Ouais. Donc, du coup, c'est compliqué. Mais après, bon, les réseaux se font et peut-être qu'au fur et à mesure, on ne sait pas ce que je peux trouver derrière. Très bien. Alors pour continuer, moi je voudrais qu'on aborde un petit peu votre parcours personnel. Comment est-ce que vous vous êtes mise à écrire? J'ai cru comprendre que c'était quelque chose qui venait de très loin. C'est ça. Exactement. Ma première histoire, c'était une petite nouvelle que j'ai écrite exactement en CM1 et j'étais très très fière. C'était un super projet et pendant des années après, mon professeur de CM1 a repris ce texte en dictée et texte à trous. C'était absolument génial. Et puis ensuite, le collège, le lycée, je suis partie en série littéraire au collège de Sainte-Anne-d'Auray. Et puis, finalement, c'est ma passion pour les animaux qui m'a rattrapée. Donc, j'ai complètement laissé tomber après mon bac littéraire le côté littérature. Je suis partie en études de veto. Et puis, finalement, ça m'a rattrapée en 2013-2014. Et la conception de ce roman, enfin de ces 2 romans, a commencé à ce moment-là. C'était une simple petite nouvelle que j'écrivais comme ça, sans aucune attention. Et finalement, les pages se sont multipliées pour devenir aujourd'hui les 2 romans que je présente. Donc, j'ai mis 7 ans à écrire l'intégralité des romans. C'était 7 ans d'énormément de recherches, que ce soit historique, géographique, religieux aussi, ésotérique et spirituel. Et puis, le temps qu'il faut pour mener à bien une trame de roman, quoi.
Oui, c'était aussi ma question, c'est comment est-ce qu'on passe de on pourrait dire un hobby, vous aimez beaucoup écrire, et le passer à se faire publier, vendre son propre travail. Comment vous avez passé ce cap-là ? Alors au début, c'était absolument pas un objectif. J'écrivais pour me libérer de mes émotions et tout simplement me faire du bien. Et finalement, je dirais que en prenant de l'âge, ma vision de la vie s'est aiguisée, je dirais, et a évolué. Et donc, je vis beaucoup de manière générale avec la spiritualité et l'ésotérisme dans ma vie privée. Et finalement, avec l'écriture de ces 2 romans-là, mon objectif, comme je disais tout à l'heure, était que le lecteur se pose des questions sur la vision du monde. Et en soi, je n'avais absolument pas pour objectif de publier mon livre pour le vendre et pour avoir du revenu derrière. Moi, mon objectif, c'était de distribuer mon livre pour être lu et aiguiser la curiosité et l'imagination des lecteurs. C'était surtout ça. Et puis même lorsque je retrouve des lecteurs sur des salons du livre et qu'on discute de tout ce qui est spiritualité et ésotérisme, je suis ravie parce que je vois que ne serait-ce qu'avec la lecture du tome 1, il y a énormément de gens qui se sont posés des questions et qui se sont renseignés après de leur côté, à savoir finalement c'est quoi un tarot, les rêves prémonitoires, qu'est-ce que c'est, voilà. Et ça c'est super, ça vaut absolument tous les revenus du monde et tout l'or du monde, quoi. Oui, je comprends. Pour revenir sur votre parcours, vous disiez au lycée vous étiez en série littéraire et vous continuiez d'écrire déjà, et j'ai cru lire un moment même aussi des poèmes. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce que vous publiez d'autres choses dans d'autres registres ? Alors les poèmes, je les garde pour moi. D'accord. Les poèmes, je les garde pour moi. Ça a été une révélation en première grâce à mon ancien professeur André Davio, qui est lui-même auteur du coin, du pays de Vannes. Et donc voilà, il m'a fait découvrir Rimbaud et ça a été un déclic énorme. Je suis tombée amoureuse de sa poésie et donc je me suis essayée à la poésie et je dois avouer que j'aime beaucoup ça, mais je préfère en tout cas pour l'instant faire découvrir aux personnes les romans que j'ai écrits. Peut-être voilà, on n'est absolument pas à l'abri de ce que après je peux proposer. Pour continuer sur l'écriture, je me souviens, j'avais rencontré une fois l'auteur guadeloupéen qui s'appelle Michael Roch et il publie donc plutôt de la science-fiction et il m'avait expliqué que il écrivait régulièrement des courts textes un peu comme pour s'entraîner à l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites vous aussi ? C'est quelque chose qui moi m'a paru assez fascinant, comme si on s'entraînait à faire du sport, quoi. Ouais. Alors en effet, ça me parle, mais pas dans cette exactitude. Dans le sens où, par exemple, dans mon sac à main, moi j'ai toujours un carnet qui me suit, carnet crayon, tout ce qui est numérique, je fuis, carnet crayon et partout où je vais, je peux avoir n'importe quelles idées qui vont alimenter mon prochain roman. Je vais me mettre dans un coin et je vais écrire plusieurs lignes pour ne pas perdre cette idée-là. Mais ça peut me prendre à tout moment. Je me suis vue me réveiller à 2h du matin parce que j'avais des idées qui venaient. Même dans mon travail habituel, entre 2 chirurgies, parfois, d'un coup, c'est un peu comme un déclic. Je me dis, non, il faut absolument que j'écrive cette idée. Donc finalement, ça suit. Et en effet dans ces 7 années d'écriture, j'ai vu l'évolution de mon écriture et en effet il y a certaines pages que j'ai complètement supprimées parce que ça me plaisait pas et finalement j'y suis revenue plusieurs années ou peut-être même plusieurs mois après et là l'écriture était complètement différente. Donc en effet c'est de l'entraînement. C'est comme n'importe quelle passion, hein. Je pense au menuisier, il faut qu'il s'entraîne aussi. C'est pareil. C'est exactement un peintre, pareil. Finalement. Exactement. Ouais. Tout ce qui touche à l'art, hein, finalement. Et quand vous disiez vous fuyez les choses numériques pour écrire. Moi, c'est vrai que là, je vous parle, j'ai mes notes écrites sur une feuille de papier dactylographie, on va dire. Comment ça se passe quand vous écrivez ? Vous vous mettez avec une chandelle, crayon, papier, crayon, et puis on y va ? Alors, je dois avouer que le support ordinateur est quand même très appréciable. Oui. Je dois avouer. Maintenant, je reste uniquement avec ce support-là informatique parce que tout ce qui va être idée, conception de la trame, personnage, vraiment, je dirais tout le squelette du livre, je le fais en format papier-crayon. Donc, devant mon bureau, j'ai un immense panneau en liège, un peu comme une sorte de détective. Il y a tous les personnages qui sont inscrits dessus avec des flèches et des codes couleurs, etc. Donc non, je garde ce code couleur et ces lignes et c'est très important pour moi.
On continue, vous le disiez tout à l'heure que vous étiez une grande lectrice aussi. Ouais. Quels ouvrages vous ont accompagné, on va dire, dans l'enfance et puis après dans l'adolescence, quand vous vous êtes rendu compte que c'était l'écriture que vous adoriez? Qu'est-ce qui vous a nourri finalement? Eh bien, je dirais qu'il y a quand même énormément de livres de Bernard Werber qui m'ont accompagnée, notamment Les Thanatonautes, qu'un très cher ami m'avait offert il y a quelques années. Et ça a été vraiment une lecture incroyable qui m'a vraiment, je dirais, ouvert les portes de beaucoup de questions pour lesquelles j'ai essayé de trouver des réponses et qui avaient un énorme écho avec ma vie privée. Et finalement, dans Les Thanatonautes, après l'Empire des Anges, j'ai suivi toute la chronologie des livres de Bernard Werber, qui ont été vraiment une source inépuisable d'imagination, comme je disais, de questions, mais voilà, ça m'a nourri pendant des années. Ensuite, je suis partie sur des livres un petit peu plus scientifiques, je dirais, notamment Stéphane Alix, qui était à la base un journaliste de guerre et après avoir perdu son père et son frère, s'est tourné vers tout ce qui était question de réincarnation et de vie après la mort. Et donc, il a créé l'INRES, l'Institut national de la recherche des effets inexpliqués et scientifiques. Et donc, lui, son but maintenant, c'est d'être journaliste, mais justement pour essayer d'expliquer la réincarnation, la médiumnité, le chamanisme, etc. Et ensuite, j'ai découvert sa femme, Natacha Calestrémé, qui parle énormément de développement personnel. Et en fait, tout ça, ça fait un gros micmac, je dirais. Ça a été vraiment une énorme boule à dénuer. Mais alors, par contre, c'était, comme je disais, c'était une source inépuisable d'imagination et d'idées, quoi. Et encore aujourd'hui, ça s'arrête pas. Oui. Ça s'arrête pas. Et est-ce qu'il y aurait un texte, un livre sur lequel vous revenez régulièrement, qui vous a marqué et puis qui vous accompagne, qui vous choque toujours à la relecture peut-être? Les Thanatonautes de Bernard Werber. Ah ouais. Ça a été vraiment une découverte énorme, d'autant plus que j'ai perdu mon papa quand j'étais toute jeune, j'avais 10 ans, et donc finalement la découvrir un auteur qui essayait de passer la frontière de la mort pour tenter de découvrir ce qui se passe au-delà de la mort, j'ai trouvé ça mais fantastique, c'était incroyable. Et puis ensuite il a enchaîné sur l'Empire des Anges, où là, comme son nom l'indique, on est dans l'Empire des Anges, et donc on a un peu plus de, je dirais, d'idées et de visions sur ce qu'il se passe après la mort et puis la conception de la vie telle que nous l'entendons aujourd'hui. Mais vraiment, ça a été un virage énorme dans ma vie. Et alors justement, sur votre vie d'aujourd'hui, vous vous êtes lancée comme autrice, on l'a compris, c'est un peu aussi en parallèle de votre métier quotidien, on va dire. Mais quand vous vous êtes lancée, vous étiez seule, vous avez rencontré une communauté peut-être d'auteurs, d'autrices à travers le coin ou à travers la Bretagne? Alors au tout début, j'étais toute seule. Donc j'avais beaucoup de mal à trouver les informations pour me faire auto-éditer. Ça a été vraiment un parcours du combattant. Et puis finalement, après, j'ai rencontré au fur et à mesure des mois qui sont passés une super communauté. Ce sont des amis qui sont entièrement auto-édités. Et justement, on s'était dit, mais c'est tellement dommage que les auteurs auto-édités ne créent pas de collectifs dans lesquels se donner des réponses aux questions qu'on peut se poser, la difficulté de l'auto-édition, la difficulté de trouver des dépôts-ventes, etc. Et donc, nous avons créé un collectif qui s'appelle le collectif de la relève écrivaine, dans le sens où, pour l'instant, il n'y a que des femmes, mais ce sont que des femmes auto-éditées, et la relève, c'est un peu pour prendre la relève des maisons d'édition pour lesquelles c'est très compliqué d'entrer, du coup, et surtout, on veut démontrer qu'il est tout à fait possible de se faire distribuer, de se faire connaître en tant qu'auteur local et auto-édité. Où est-ce qu'on peut retrouver les informations de ce collectif? Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre, par exemple? Alors, dans ces cas-là, il suffit tout simplement de nous contacter soit sur mon site internet, donc Maëlle Roez, tout simplement, on trouve les informations. Et puis, nous, ensuite, on en discute entre nous, à savoir, est-ce que, je dirais, est-ce que c'est vraiment un ou une auteur qui souhaite s'auto-éditer, ou est-ce qu'il veut plutôt se faire éditer par une maison d'édition? On en discute entre nous. Mais ensuite, voilà, on est tout à fait ouverte à rencontrer du monde en auto-édition.
d'édition dans la région. Et justement, c'est fait pour. Ouais. Ça représente combien d'autrices pour le moment, ce collectif? Alors pour l'instant, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. C'est vraiment tout jeune. Ça a même pas 1 an. Je dirais que ça a même pas 8 mois. C'est vraiment tout jeune. Pour l'instant, on est 5. Mais voilà, on est entre Vannes, Plescope, Questembert, Redon. On est un petit peu de partout. Donc vraiment, c'est une richesse. C'est une richesse d'avoir ce collectif, je dirais, à côté de soi, parce que même, je dirais, on peut complètement passer par des moments de stress et d'angoisse en se disant mais j'ai prévu la sortie à telle date, mais mon type de texte il est pas bon, mais comment je fais? Enfin voilà, ce sont des angoisses nuit et jour parfois. Donc ça fait du bien d'avoir des personnes qui comprennent ces angoisses-là. D'être accompagné, etc., de s'entraider. Complètement. Très bien. Alors vous, Maëlle Rouez, vous avez déjà écrit et publié 2 romans. Vous faites la tournée des salons du livre et ce genre de choses, des événements liés à l'édition, au roman, etc. dans la région. Pour vous, c'est quoi la prochaine étape là, à moyen, long terme? Alors, la prochaine étape, et je l'espère vraiment du fond du cœur, c'est d'être de nouveau parmi les auteurs locaux au Salon du Livre de Vannes, qui a lieu au mois de mai, là, 2024. Donc, l'année dernière, j'ai eu la chance immense de pouvoir y proposer mon premier tome, et grâce énormément à la presse et justement, la radio que j'avais faite juste avant, j'ai eu énormément de monde qui est venu. J'ai même des personnes qui avaient fait plus d'1 heure de route simplement pour avoir un exemplaire de mon livre. J'avais la queue à mon stand. Enfin, c'était incroyable. Et au fur et à mesure de l'année qui s'est écoulée, je me suis rendu compte que le tome 2 était très très demandé et très attendu. Donc j'ai candidaté en tant qu'auteur local pour Vannes. Donc pour l'instant, je n'ai pas de réponse, mais d'ici peu, normalement, nous devrions en avoir. Donc j'espère vraiment du fond du cœur pouvoir proposer le tome 2 au mois de mai, quoi. Ce serait ça. Ça en mai, et puis si on rêve d'ici quelques années... Oh dis donc, si on rêve d'ici quelques années, dans ces cas-là, si tout rêve est permis, je dirais de signer dans une maison édition, parce qu'il y en a quelques-unes que je convoite énormément, signer dans une maison édition qui me propose de publier à plus grande échelle. Et puis le Graal du Graal, c'est le Salon du Livre de Paris. Ça, c'est un rêve encore que j'ai du mal à imaginer, mais ce serait incroyable. Écoutez, Maëlle Rouez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite d'aller loin. Je rappelle que vos 2 romans, donc dans la série Lynn Woods, sont disponibles à l'achat sur votre site web et aussi dans plusieurs librairies autour de Vannes dont on a parlé tout à l'heure. On peut suivre votre actualité sur votre page Facebook et Instagram et sur votre site web. Et si nos auditeurs et auditrices souhaitent vous rencontrer, ils pourront vous voir non pas ce week-end, mais le week-end prochain, le 2 mars, au Leclerc de Ploërmel, et sinon le 7 avril au Salon du Livre de Pontivy. Alors une dernière question pour finir, je vais m'éloigner un petit peu de l'écriture. Sur votre site web, on peut voir que la musique a aussi une place importante dans vos romans, et vous partagez les playlists de vos morceaux, les morceaux qui vous accompagnent quand vous écrivez. Alors c'est quoi votre chanson du moment? Qu'est-ce qu'on pourrait écouter là, à la fin de l'interview? Eh bien, je dirais, alors c'est une musique qui est très connue, sauf que malheureusement on ne connaît pas son origine. C'est tout simplement Run de Ludovico Einaudi. C'est une musique qui m'a accompagnée dans la rédaction du tome 1 et du tome 2 de Lynn Woods. La musique a vraiment une importance toute particulière. Il y a une citation très connue qui dit que la musique est la langue des émotions, c'est pas pour rien. À travers la musique, on peut très bien ressentir la colère, la tristesse, la joie, le bonheur. Et finalement, je m'en suis énormément servi dans la conception du livre. Et donc, c'était important pour moi que les lecteurs curieux puissent lire les passages avec éventuellement la musique en fond pour vraiment s'imprégner du contexte dans lequel j'écrivais. Je trouvais ça très intéressant et notamment c'est Bernard Werber qui m'avait conseillé de noter à la fin de mon livre les musiques écoutées. Donc et c'est super parce que j'ai énormément de retours, beaucoup de lecteurs qui m'ont dit mais c'est génial, personne n'avait pensé à ça. Je me suis dit si, il y avait quand même des personnes avant moi quand même. mais en effet c'est une super idée et que j'ai recommencé du coup dans le tome 2 et je compte bien également faire découvrir les musiques que j'écoute dans l'écriture de mon 3e bouquin là. Très bien. Vous pouvez rappeler le titre du morceau? C'est Run de Ludovico Einaudi. On écoute ça tout de suite sur Plume FM. Merci beaucoup Maëlle Rouez. Merci beaucoup Malo, merci.